Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire champion, le dernier de la série des 6 champions 2025. Comme vous le savez, nous avons eu un millésime particulièrement intéressant d'un point de vue technologique et entrepreneurial. Et nous sommes très heureux, toute l'équipe systématique et Catherine, avec qui j'ai travaillé sur ce programme, de vous présenter le dernier webinaire. Donc moi, je suis Christian Gautreau, je fais partie du pôle systématique et je travaille sur la relation entreprise et je coordonne les actions autour du programme Champion. Et je suis très heureux de vous accueillir, chers auditeurs et chers membres de l'équipe Vesora et aussi Michael de Kieno. Un petit rappel, tous les webinaires que nous avons eus cette semaine seront bientôt disponibles en replay, donc vous pourrez les consulter et les apprécier. Vous allez voir qu'il y a eu des très très belles séquences et vous allez vraiment vous régaler. N'hésitez pas à les consulter. Alors, avant de passer la parole à Vesora, je dois quand même vous rappeler un certain nombre de points. Pour ceux qui ne connaissent pas la dimension des pôles de compétitivité, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est un dispositif qui a été créé il y a une vingtaine d'années. On a fêté les 20 ans l'année dernière. L'objectif de l'État, c'était de dire, nous, État, quand on donne de l'argent pour la R&D, on veut savoir si technologiquement, on donne sur des projets qui sont intéressants de manière technologique. Comme c'était pas évident pour eux, ils ont créé des pôles. Aujourd'hui, on est 52 pôles et chaque pôle a une délégation de service public qui lui permet, avec son écosystème, de labelliser la qualité technique d'un projet de R&D. Nous, sur nos différentes lignes technologiques, eh bien, on a un salarié, en l'occurrence sur toute la dimension IA, c'est Kamel Merzouk, mon collègue, mon cher collègue Kamel, qui pilote tout cet écosystème. Il a autour de lui un comité de pilotage et ce comité de pilotage, eh bien, il reçoit des demandes de membres qui lui disent, voilà, on veut soumettre au financement d'un guichet de la région, d'un guichet de BPI ou d'autres, et on a besoin de votre soutien pour que vous puissiez dire dans cette lettre de labellisation, le projet que l'on présente, il est pertinent technologiquement. Et donc, c'est le rôle des pôles, c'est la délégation de services publics que tous les pôles ont. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, aujourd'hui, le pôle systématique est sur des lignes technologiques. Nous, on est un pôle de technologie. Et donc, on adresse des expérimentations, on adresse des projets qui sont sur ces lignes technologiques. Le hub qui a mis en avant Vesora cette année, c'est le hub qui travaille sur l'IA et la data, qui est piloté par Kamel. Et voilà. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment s'est organisé le choix des champions et des champions de cette année. Voilà. Et bien, maintenant, on va passer tout de suite à la suite. Donc, comme je vous le disais, on a un jury qui met en avant un certain nombre de paramètres. D'abord, comme je vous le disais aussi également, j'ai perdu un peu le fil, les hubs technologiques mettent en avant une entreprise en disant cette année, on pense que ce serait telle entreprise ou telle entreprise qui mériterait le titre de champion. Fort de ça, il y a un jury qui se réunit et qui débat, reçoit les candidats et acte le fait qu'ils soient champions du pôle. Dans ce jury qui est assez prestigieux, on retrouve Sovereignty. Sovereignty, c'est un fonds d'investissement qui est spécialisé sur la réindustrialisation, en particulier sur l'approche hardware et électronique, pour réindustrialiser les territoires. La présidente de ce fonds, c'est Fadwa Subé. Fadwa Subé, elle est aussi vice-présidente du pôle et présidente du jury. Dans ce jury, on retrouve la région Île-de-France, on retrouve un certain nombre de grands établissements financiers qui sont toujours au contact et au support des entreprises qui innovent et des startups en croissance. Sur l'approche plutôt nationale, on a Banque Populaire de France. Sur l'approche internationale, HSBC, qui est de nos champions sur la dimension internationale pour aller s'implanter, pour prendre des partenariats
partout dans le monde. Et puis, on a des investisseurs. On va du plus gros Euronext qui aide nos champions à imaginer le fait de rentrer en bourse au second marché et qui offre tout un programme d'accompagnement IPO ready pour leur montrer cette approche, les préparer les équipes des dirigeants. Et puis, on a des investisseurs un peu plus classiques, Defense Angels, qui lui est plutôt sur l'approche défense, et puis Orange Venture et Safran, là c'est Safran Venture qui participe au jury. Voilà pour les principaux membres du jury. Et puis, on en a les deux derniers qui sont vraiment intéressants. D'abord, Uavia. Uavia, en fait, c'est un champion de l'année dernière. Tous les ans, on invite un champion de l'année dernière à intégrer le jury de l'année suivante. Et donc là, c'était Uavia qui était là. Et puis, cette année, on a une chance énorme puisqu'on a un partenaire, P&O Innovation, qui nous a rejoints et qui nous a reçus dans ses locaux dans le centre de Paris, qui a reçu tout le jury et qui a permis de mettre en relation un certain nombre de ces expertises avec les champions. Et je vais passer la parole à Michael qui va nous expliquer justement quelle est la teneur de leurs expertises. C'est à toi, Michael. Merci Christian. Donc je veux bien le premier slide, s'il vous plaît. Donc P&O est un groupe européen de conseil, donc spécialisé en conseil stratégique et opérationnel autour de la problématique des financements publics pour les activités de recherche et développement, étendu à tout ce qui relève de la réindustrialisation ou le développement durable également, mais toujours centré technologie, qui compte environ aujourd'hui 650 personnes, présentes dans 10 pays, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui existe depuis une quarantaine d'années, avec aujourd'hui plus de 4000 clients et dans les 650 experts de l'entreprise, très majoritairement des scientifiques et avec une assez grosse proportion de PhD, de docteurs en sciences. Avec donc une expertise donc centrée sur le montage bien sûr de projets et de dossiers de réponse à des dispositifs d'aide, des appels à projets régionaux, nationaux, européens, mais étendue vraiment sur l'ensemble du spectre d'expertise nécessaire pour aboutir aux meilleurs projets, aux meilleurs dossiers. Je veux bien le slide suivant. Donc, avec bien sûr nos expertises scientifiques, expertise sectorielle, expertise métier sur ces dispositifs de financement, y compris sur des dispositifs assez spécifiques, tout ce qui est fonds européen de défense, tout ce qui est Innovation Fund. Donc là, on est sur des très très gros projets qui peuvent avoir des budgets dépassant les milliards d'euros, avec des financements de 150, 200, 250 millions d'euros. Donc, ces expertises, tout un ensemble aussi de bases de données que nous constituons sur les projets financés, les projets montés. On monte à peu près 250 projets européens par an au niveau du groupe, sur les brevets, sur les publications scientifiques, sur les partenaires scientifiques, parce que souvent sur les aides européennes, nous sommes sur du collaboratif, donc nécessité d'avoir un consortium, et donc il faut vraiment les consortiums les plus forts pour avoir des chances d'être financiers. Donc soit nous pourrons accompagner des clients vraiment qui veulent être coordinateurs et leaders du projet, mais nous pourrons aussi les connecter à des projets en cours de montage par ailleurs dans le groupe. Et ça, c'est plus simple pour des PME ou des startups qui n'ont pas obligatoirement la volonté de gérer tous les aspects administratifs. Donc ça, c'est plutôt l'amont pour vraiment faire des grandes scans pour identifier les meilleures opportunités de financement, une stratégie de candidature à ces financements pour vraiment avoir le maximum de chances d'être retenu, puisque vous savez que ces financements sont très compétitifs. Et nous intervenons aussi en aval, c'est-à-dire que pour assurer parfois la coordination administrative et financière de ces projets, pour assurer la gestion de projets, et parfois nous sommes carrément membres de certains de ces consortia et y assurant un certain nombre d'études, état de l'art, analyse de la concurrence, études de marché, business plan, stakeholder analysis, dissemination plan, exploitation plan, puisque le but, c'est bien sûr que ces projets aboutissent, arrivent au bout, et si possible, aboutissent à des succès industriels et économiques pour les entreprises qui en sont membres et pour l'économie européenne. Merci. Merci, Michael. Et comme vous l'avez compris, sur la dimension, puisque aujourd'hui nous recevons Vesora, sur la dimension semi-conducteur, les enveloppes financières, les investissements financiers sont très, très structurants. Et il y a une dynamique de souveraineté qui est très importante au niveau de l'Europe. Il y a des budgets, il y a de la volonté européenne de financer tout ça, mais toute cette pratique, c'est un métier, c'est une connaissance, c'est une animation de réseau à l'international qui est très importante. Et fort de ça,
P&O peut apporter une dimension vraiment intéressante à Vesora comme à tous nos champions. Et pour rappel, sur la partie semi-conducteur, on a eu l'année dernière un champion Cyperl qui lui aussi est monté en puissance avec toute une série d'aides et de financements de la Commission européenne. Donc, il y a vraiment une bonne doublette sur l'approche de monter en puissance sur cette technologie, sur ces technologies et le soutien européen via des cabinets très spécialisés comme P&O. Voilà, alors un petit rappel pratique à tous nos auditeurs. Vous avez un chat, c'est là que vous allez poser vos questions. Les questions, on va les traiter en fin de séance. Je les reprendrai une par une et puis je les poserai à nos intervenants. Et voilà, donc n'hésitez pas dès maintenant à poser des questions, toutes celles qui vous viennent, et on les traitera en fin de séance. Ensuite, alors, Vesora. Avant de vous parler, de laisser la parole à nos deux intervenants, je vais quand même vous rappeler qu'est-ce que notre jury a particulièrement apprécié dans cette candidature. D'abord, il y a une maturité technologique qui est indéniable. Et ça a été tout de suite remarqué par le jury. Et en plus de ça, une crédibilité industrielle. Donc, Vesora se positionne au cœur d'une chaîne de valeur de l'IA de demain. L'ambition, c'est de lever des verrous structurants pour un déploiement massif. Et ce qui est important, c'est que Vesora bénéficie donc d'une architecture propriétaire qui a été validée au plus haut niveau, de performance de premier plan face aux leaders mondiaux. Ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est aussi une indépendance par rapport un programme qui est indépendant des écosystèmes fermés. C'est-à-dire que ça lui permet de travailler sur plusieurs contextes. Et puis aussi, une équipe fondatrice qui est exceptionnelle, extrêmement expérimentée dans le semi-conducteur. Donc, c'est ça qui donne aussi la force à ce projet. Et cette équipe expérimentée, elle a aussi un fort historique de succès industriel, ce qui permet de dire, il y a une technologie qui est présente et le moment où ça va partir en industrialisation, il y aura vraiment toutes les ressources et toutes les connaissances et les capacités qui seront présentes. Tout ça pour pouvoir, le moment venu, industrialiser rapidement une puce stratégique pour la souveraineté européenne de l'IA. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ce qu'a bien compris le jury et c'est pour ça que nous sommes très fiers d'avoir Vesora comme champion et de le recevoir aujourd'hui. Je vais juste vous rajouter une petite information que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Pôle systématique, je vous en ai parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle, il a un groupe de travail dédié sur les semi-conducteurs sous la tutelle de la région. Et l'ambition de ce groupe de travail, il est de créer des plateformes en Île-de-France qui vont travailler à complémenter les technologies déjà existantes au niveau français et européen. Ça va travailler sur les matériaux, l'intégration et les packaging et les productions de composants. Et donc, ça, c'est important que la région Île-de-France, qui est aussi au jury, apporte cette dimension et nous est mandaté en quelque sorte pour agglomérer toutes les forces en présence. Et puis aussi pour vous dire que le pôle systématique est un contributeur majeur à un grand projet européen. Nous aussi, on répond à des projets européens. Et c'est un projet qui s'appelle Astérix, qui est un centre de compétences en France, avec d'autres pôles, on n'est pas le seul, sur de la microélectronique pour justement développer toute cette approche stratégique en France et en Europe. Donc, on est tous aujourd'hui au cœur de toute cette dynamique et on est très heureux de recevoir Vesora et très heureux de vous avoir tous ici, chers auditeurs. Voilà. Eh bien, messieurs, je vous laisse la parole. Et puis, je répondrai. N'hésitez pas à poser des questions, ils répondront aux questions. Sitôt leur présentation, c'est à vous. Merci beaucoup, Christian. C'est un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci, Systématique. Ici, à Vesora, on est super content d'être champion systématique cette année. Et on est très heureux d'être là spécifiquement aujourd'hui pour vous présenter l'approche qu'a pris Vesora, les choix qu'on a pu faire et qui nous ont amenés aujourd'hui à notre premier chip qui arrive bientôt.
et de pouvoir échanger avec la communauté industrielle. Voilà. Voilà. Peut-être avant de commencer, donc Thibaut et moi, on travaille dans l'équipe applicatif / IA de Vezora, où on travaille en fait sur ce qu'on appelle le SDK, donc tout l'environnement logiciel pour pouvoir designer et déployer vos applications, aussi bien traitement de signal que intelligence artificielle sur les chips Vezora. Voilà. Donc, fin du petit aparté. Donc aujourd'hui, on va partir d'un point fondamental qui, il y a longtemps, Golden Moore a fait une prédiction que le nombre de transistors va doubler tous les 2 ans. Et j'aimerais juste qu'on prenne le temps de bien se positionner sur cette prédiction qui, avec du recul aujourd'hui, a bien montré, a été fondatrice sur à quel point notre société a évolué, jusqu'à quel point elle a pu évoluer aujourd'hui et à quel point cette loi a été fondamentale dans nos avancées technologiques. Elle a été fondamentale dans les avancées technologiques de tous les secteurs industriels. Elle nous a permis de déverrouiller énormément de verrous, d'avoir des breakthroughs en termes d'innovation. Si on regarde même en termes d'accès à l'énergie, aujourd'hui, la quantité d'énergie à laquelle on est capable d'accéder, elle dépend de notre capacité calculatoire pour pouvoir y accéder, comme par exemple à pouvoir accéder au gaz de schiste ou d'autres, ou les foreuses. Imaginez une foreuse qui doit calculer en temps réel pour trouver la poche de pétrole, par exemple. Et l'évolution aussi de l'IA, où avant on était sur des systèmes très statiques avec des signaux des capteurs, du if case sur ces signaux-là pour pouvoir prendre des décisions, avec maintenant des systèmes où on est un système qui est capable de prendre des décisions et à partir de la donnée sur laquelle il a appris et de beaucoup de capacités calculatoires, et d'avoir des retours sur ses actions pour pouvoir prendre de nouvelles décisions, donc des systèmes plus autonomes, capables de résoudre des problèmes plus complexes, et tout ça basé en réalité sur notre capacité à faire du calcul à plus grande échelle et moins cher. Et ça, c'est ça cette loi, en fait, ce qu'elle dit. Et pendant toutes ces années où la loi s'est vérifiée, elle permettait en fait un développement technologique très prédictible. L'industrie, elle a shapé toute la manière dont l'industrie du semi-conducteur s'est développée, avec 2 phases principales. Une phase de recherche de nœuds technologiques pour essayer de diminuer le nombre de transistors que l'on peut mettre dans une même surface, et une phase d'intégration de ce nœud technologique dans des architectures pour pouvoir le déployer dans des processeurs. Voilà, on a par exemple ici sur le schéma en bas à droite le modèle TikTok qui a été utilisé à Intel pendant de nombreuses années, où on avait recherche de nœuds technologiques suivi d'intégration de ce nœud technologique. Et cette manière de fonctionner est très pratique sur l'aspect financier, parce que dans l'industrie du semi-conducteur, chaque nouveau nœud technologique, c'est une nouvelle facture, enfin c'est une nouvelle usine à produire en réalité, et ça demande un investissement massif qui, grâce à cette loi, pouvait être dérisqué en quelque sorte, pouvait être dérisqué. Donc ça permettait de faire des investissements dans le futur d'une manière moins risquée. Cependant, depuis quelques années, on peut voir un ralentissement de cette loi. C'est-à-dire qu'on arrive de moins en moins à mettre un nombre de transistors doublés dans une même surface. On arrive de moins en moins à suivre cette loi. Donc, sur le graphe de gauche, on peut voir les technologies que TSMC a pu délivrer au fur et à mesure des années. Et un point d'inflexion à partir du 28 nanomètres, où si on regarde le prix du nœud technologique associé,
eh bien, les nœuds technologiques deviennent de plus en plus chers et qui a, en termes d'investissement pour produire, ce qui comporte un risque de plus en plus important pour les entreprises qui font la production de ces nœuds technologiques pour investir et pousser la technologie plus loin. Et en fait, dans le même temps qu'on voit cette loi justement atteindre une ASAPTOP, en fait, on voit que finalement, ce que disait Thibaut, c'est-à-dire que la loi de Moore qui a permis justement de l'émergence de l'intelligence artificielle et justement ce marché de l'IA qui se développe, aujourd'hui, on voit que justement ce marché de l'IA drive à étendre cette limite de la loi de Moore, puisque sur certains points, en fait, l'IA demande de plus en plus de puissance calculatoire pour pouvoir réaliser toujours des algorithmes de plus en plus complexes. Et l'idée, c'est que cette extension, en fait, s'inscrit dans un écosystème, en fait, qui pousse justement à devoir trouver de nouvelles approches pour développer ce marché. Et en fait, vraiment sur 2 points essentiels, toute cette économie est drivée donc, sur un point de vue économique, où justement le marché de l'IA est estimé par Bloomberg d'ici 2033 à représenter plus de 600 milliards, ce qui est un des marchés les plus importants pour influer une croissance économique mondiale. Et ici, toutes les entreprises essayent justement de se driver sur ce marché-là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi un aspect géopolitique qui drive cette extension de la loi Moore, où différents pôles géographiques, type États-Unis, Chine, Europe, mais également des acteurs émergents comme l'Inde, qui vont pousser justement à avoir leur propre technologie souveraine, ce qui pousse finalement à essayer d'être indépendants les uns des autres et de regarder si on peut pas justement aborder les approches de design de semi-conducteurs d'une façon peut-être différente, d'une façon plus, comme je le disais, plus souveraine. Ce qui pousse justement à aborder un concept qu'on voit un peu dans la littérature, qui est more than Moore, donc penser au-delà de la loi de Moore, qui aujourd'hui s'inscrit sur différentes approches en fait. On a les innovations qu'on peut toujours faire côté transistor, un peu comme finalement ce qui s'est passé dans les dernières décennies sur le développement de nouvelles technologies pour réduire de plus en plus ces transistors. On a également des gros travaux sur le matériel utilisé en fait pour designer nos transistors. En fait, un peu plus tard aussi dans les slides, on abordera la notion de chiplet qui a été assez déterminante et significative dans le marché du semi-conducteur pour pouvoir vraiment avoir des nœuds technologiques extrêmement faibles, extrêmement petits. Et un dernier point qu'on va aborder dans ces approches, c'est finalement le chemin et le parti pris de certaines boîtes à spécialiser leurs architectures sur certains points. Donc, au niveau des innovations des transistors, pendant longtemps, en fait, jusqu'aux nœuds technologie 22 nanomètres, on était sur des transistors plutôt planaires qui étaient plutôt simples à aborder, mais en fait, à des nœuds technologiques comme du 22 nanomètres, on est soumis en fait très rapidement à des fuites de courant au sein des transistors. Donc, c'est-à-dire que votre transistor fait on-off. Même quand il fait off, cette fuite de courant va laisser passer du courant, ce qui du coup mène à des problématiques d'efficacité et même énergétiques. Donc, ce qui a été développé, c'est des types de transistors FinFET, où finalement, au lieu d'avoir un transistor planaire, on a un transistor en relief, en 3D, ce qui permet justement d'avoir un meilleur contrôle, moins de fuites et une meilleure efficacité. Et puis, aux alentours du nœud technologique,
5 nanos, en fait, on s'est aperçu que ça ne suffisait plus pour réduire ces fuites de courant. Donc, il a été développé des transistors qu'on appelle gate-around, où finalement, le courant passant dans notre petit canot, comme on peut voir sur la dernière figure, en fait, le gate va entièrement entourer ce canot. Ce qui permet vraiment de réduire drastiquement le nombre de fuites à presque aucune fuite. On a un meilleur contrôle également, et ce qui mène à une meilleure efficacité. On a également d'autres prototypes qui vont venir pour justement aller au-delà du 2 nanomètres, donc ce qu'on appelle les complementarity FET, où l'idée c'est qu'on a des transistors, enfin je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a des transistors PMOS et NMOS, et pendant longtemps ils étaient côte à côte, et là l'idée c'est de les mettre les uns sur les autres pour justement gagner en place et de pouvoir continuer justement cette réduction de la taille des transistors sur le silicium. Bien évidemment, un point négatif de tous ces investissements, c'est que ça coûte extrêmement cher et c'est d'une complexité assez importante. Comme on voyait en fait sur le schéma que vous présentez Thibaut, ça nécessite des investissements assez importants qui en fait vont mener parfois à des collaborations entre différents acteurs sur le marché du semi-conducteur pour pouvoir justement rentabiliser tous ces investissements. D'un point de vue matériel, il y a des études qui sont également faites pour remplacer, par exemple, le silicium par du graphène. Donc, le graphène, ça serait un matériel assez majeur si on l'utilisait dans l'industrie du semi-conducteur, dû à sa transparence et à sa meilleure conductivité électrique. Qui permettrait de réduire, encore une fois, la taille des transistors que vous pouvez mettre sur votre puce. Alors, ici, on est plutôt sur un développement à long terme. Certaines études tablent l'utilisation de ce nouveau matériel en 2040. Mais voilà, c'est des choses qui sont actuellement abordées pour, encore une fois, aller de plus en plus loin dans cette loi de Moore. Un autre point qui a été pris ces dernières années, c'est la conception des chips et la manufacture de ces chips-là par partie, un peu comme une approche Lego, ce qu'on appelle les chiplets, ou j'ai un chiplet, ce serait la pièce de Lego, qui permet en fait de composer l'élément, le chip, avec plusieurs blocs Lego. Et du coup, chacun de ces chiplets a un nœud technologique qui peut être différent et adapté au rôle de chacun des composants qui donc composent le chip final. Ça permet notamment aussi de réduire les coûts. Je m'explique. Pour un nœud technologique plus faible, le taux d'erreur peut être plus important et plus la surface sur laquelle on veut graver ce nœud technologique est importante, plus le taux d'erreur peut être important et du coup, les coûts associés à la production de ce nœud technologique importants. Donc, cette approche où on vient concentrer, où on vient vraiment utiliser le nœud technologique là où il apporte le plus de valeur par cette approche de chiplet, permet de vraiment réduire les coûts et de continuer de scaler en termes de puissance calculatoire, là où on en a besoin d'un point de vue algorithmique. Ces différentes approches chiplet, ça permet aussi de faire collaborer différents acteurs, là où différents acteurs peuvent proposer différents designs. Là, les acteurs se spécialisent dans un design très avancé, comme par exemple la mémoire à haute bande passante, ou bien le nœud technologique de TSMC au niveau transistor. Et on peut venir composer des nœuds de différents acteurs.
Et une fois que, la composition de ces différents nœuds forme un système, mais ce système-là doit être combiné ensemble et il y a des connexions à mettre en place. Et ça, c'est réalisé avec l'Advanced Packaging, qui, en quelque sorte, vient faire la glue, la colle entre ces différents composants. Et c'est ce process-là fait face à de nombreux problèmes physiques réellement pour comment est-ce qu'on achemine l'énergie jusqu'à chacun de ces chiplets, comment est-ce qu'on fait communiquer ces différents chiplets et ces différents chiplets vont avoir des besoins en énergie différents et vont avoir de la dissipation thermique différente. Et du coup, c'est une idée de comment est-ce qu'un chip, globalement, peut fonctionner tout en ne brûlant pas, en quelque sorte. Et ces problèmes-là sont adressés déjà à l'étape de simulation, avant même que le chip soit réellement produit. C'est-à-dire qu'on ne vient pas... les coûts sont tellement importants pour lancer la production d'un de ces chips-là qu'il est important d'anticiper en termes de simulation toutes ces problématiques physiques pour penser le design de telle sorte à ce que lorsque le chip tournera, ce sera possible de dissiper l'énergie que la chaleur, par exemple, que le chip produira. Donc, là, ce que vous pouvez voir dans la visualisation, c'est certains patterns d'activation d'éléments d'éléments de processing et quels sont les heatmaps en termes de température qui sont produits. Ça donne un peu une idée de quelles contraintes thermiques on a en fonction de l'utilisation que l'on fait du processeur. Voilà, dans l'écosystème, pour amener à de meilleures solutions de dissipation technique, de dissipation thermique, sont arrivées des solutions de liquid cooling qui maintenant s'imposent de plus en plus comme la norme pour des déploiements en data center. Du point de vue simulation, ce qu'on a pu faire chez nous, je laisse Vincent. Oui, d'un point de vue simulation, donc ici, c'est pour vous montrer un cas pratique finalement de ce qu'on a fait sur ce que disait Thibaut. Donc ici, c'est une simulation de notre chip qu'on a développé, donc le Jotun 8. Et ici, on a une simulation de Power Integrity. Donc, l'idée de cette simulation, c'est de vérifier au niveau de la tension et du courant que tout se passe bien sur le processeur. Ce que vous pouvez voir dans les carrés jaunes, c'est les clusters de calcul. Sur le côté, c'est les interfaces vers la HBM et les carrés verts centraux, c'est les die-to-die. Donc là, l'idée de l'étude du Power Integrity, c'est de vérifier qu'au niveau de la tension, quand on réalise des calculs, la tension en fait ne fluctue pas trop. Puisque en fait, une fluctuation trop importante de tension dans un design qui serait justement mal designé pourrait justement donner lieu à des fluctuations et du coup des appels de courant beaucoup plus importants. Et en fait, dès lors qu'il y a des appels de courant, il y a une génération de chaleur. Donc, des appels de courant trop importants vont automatiquement donner lieu à une augmentation de la chaleur en des points locaux, ce qui peut justement dégrader le design, voire l'endommager dans certains cas. Et l'idée, c'est d'éviter absolument ce genre de dégradation. Donc l'idée, c'est c'est le genre de simulation qui a été fait par une partie des gens chez nous.
juste avant de fondre le design. Donc ici, ça devait être un test pattern qui ne devait pas trop solliciter les HBM. En règle générale, les HBM vont également être très émettrices de chaleur. Voilà, sur cet aspect-là. Mais voilà, le lien entre justement la tension et la chaleur est primordial pour pouvoir designer et avoir surtout une puce qui fonctionne dans de correctes conditions. Voilà. Et après, un petit point, c'est que Thibaut mentionnait des techniques de liquid cooling. C'est aussi des choses qu'on aborde pour pouvoir refroidir notre puce. On a des équipes qui également regardent ces aspects-là pour répondre aux exigences qu'a la puce. Voilà. Ouais, l'idée, je pense qu'il faut retenir, c'est que tout le monde, lorsqu'on produit un accélérateur, a ces problématiques-là physiques. Tout le monde a des problèmes de dissipation thermique. Donc, au final, ce qui va compter réellement, c'est à quel point une puce par rapport à une autre est capable d'utiliser une énergie pour produire du calcul. C'est la performance par watt. Et ce qui fait la différence en réalité de performance par watt entre deux architectures qui ont les mêmes nœuds technologiques, qui se basent aussi sur du chiplet, c'est de spécialiser l'architecture. Et du coup, parmi les spécialisations qu'on retrouve, on a donc les Tensor Processing Unit, donc les TPU, donc développés par Google. On a également des Data Processing Unit, où c'est plus finalement la data, le déplacement de la data au sein des unités de calcul qui va être beaucoup plus important. On retrouve par exemple le design de Calray qui était très axé sur ce type de processing unit. On a également des accélérateurs dédiés à faire tourner de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux. Donc, par exemple, on retrouve souvent la mention de NPU. C'est ce genre de processeur que vous pouvez avoir aujourd'hui au sein de vos téléphones ou au sein d'ordinateurs récents, où justement les industriels n'hésitent pas à mettre des puces dédiées pour faire tourner des réseaux neuronaux. Et on a également des boîtes aussi bien importantes que petites, pour pas dire start-up, qui vont justement essayer d'axer leur architecture spécialisée à un point où, en fait, finalement, ils designent leur architecture en fonction du modèle qu'ils veulent faire tourner. Imaginons, on prend un modèle de langage type Llama 3. Il y a une boîte, j'ai plus son nom, qui a designé complètement son architecture en fonction du modèle. Ce qui fait qu'ils ont une très grande efficacité pour ce modèle-là, avec une latence extrêmement faible. Mais voilà, la contrepartie, c'est d'avoir un modèle qui est directement stocké dans le design et c'est impossible d'interchanger avec un nouveau modèle de l'état de l'art. Donc, c'est une contrebalance, enfin, c'est une balance à bien prendre en compte quand on part sur ce genre de chemin. Donc aujourd'hui, comment Vezora se positionne dans tout cet écosystème? On souhaite répondre aux besoins d'inférence IA qu'il y a aujourd'hui et qui s'annonce demain à être encore plus important et qui rencontre aujourd'hui deux challenges sur la latence de l'inférence et le coût de vie du matériel, que ce soit au niveau de la conception du matériel, du coût de production, du coût énergétique pour utiliser le matériel lors de l'inférence et de sa maintenance. Donc, dans ce contexte-là, Vezora propose une architecture spécialisée pour l'inférence de l'IA, qui arrive à avoir de très bonnes performances en termes d'efficacité d'utilisation de ce matériel-là, et qui, par design, est scalable, passe à l'échelle sur plusieurs générations.
de plusieurs générations de matériel. Et pour faire ça, il y a trois choix qui ont été faits dans le design architectural et qu'on va présenter sur repenser l'architecture mémoire et comment on interface l'aspect mémoire avec l'aspect calculatoire, implémenter un accélérateur dédié à la multiplication matricielle et avoir un mode de calcul pipeliné pour les opérations mathématiques d'algorithmes IA, type algorithme IA. Aujourd'hui, voilà, le chip sur lequel on travaille et qu'on attend, et sur lequel on travaille avec TSMC sur la technologie du 5 nanomètres, nous donne aujourd'hui la possibilité, une capacité calculatoire de 3200 teraflops en FP8, qui est un format de quantification qui est bien connu et utilisé dans le domaine de l'inférence de l'IA aujourd'hui, avec une capacité mémoire de 288 gigabits en HBM, qui permet de traiter des modèles importants, et qui est sur un design chiplet avec un advanced packaging CoWoS de TSMC. Donc, si on regarde un petit peu comment l'architecture se construit, elle se compose de HBM, de stack HBM, donc de mémoire à forte bande passante, interconnectée avec des die, des chiplets, dans lequel un chiplet contient deux clusters de calcul, et chaque cluster de calcul a une mémoire embarquée de 16 MB qui est proche calcul, mais qui n'est pas dans l'unité de calcul. Et en fait, cette unité de calcul de 16 MB, c'est une mémoire très importante et qui interagit directement avec l'unité de calcul. Donc, au global, c'est HBM stack et die de cluster de calcul s'interfacent par ses voisins par des connexions die-to-die. Et c'est là que, avec ce design-là, en fait, par rapport aux approches où on a beaucoup de transferts, une hiérarchie mémoire importante, enfin une hiérarchie de transfert mémoire importante, avec par exemple plusieurs niveaux de cache qui créent plusieurs portes, plusieurs bottlenecks entre l'unité de calcul et la mémoire où sont stockées par exemple les pondérations d'un réseau de neurones. On vient simplifier tout ce chemin-là pour réduire au maximum les transferts mémoire et les accélérer et utiliser au maximum la capacité sans en essayant de limiter au maximum les bottlenecks que peut rencontrer les mouvements de la mémoire. Donc cette problématique-là, c'est la problématique du memory wall, et c'est la problématique sur laquelle se rencontrent en fait beaucoup d'algorithmes IA actuels, comme et en particulier les large language models, qui ont un nombre important de paramètres qu'il faut charger en mémoire pour pouvoir faire le calcul. Et bien souvent, l'inférence de ces modèles-là est limitée par ce chargement des mémoires, mais pas par la capacité calculatoire. Et c'est en redesignant, en repensant cette hiérarchie mémoire vers quelque chose de simplifié, que l'on arrive à lever ce verrou-là et à utiliser avec une bonne efficacité notre capacité calculatoire et ne plus être limité par ce transfert mémoire. Et si on zoome maintenant vraiment sur un cluster de calcul avec sa TCM, on peut voir que la TCM de 16 mégabits va communiquer directement avec le cœur de calcul pour lui fournir d'importantes matrices sur lesquelles on va pouvoir faire le calcul sur d'importantes matrices directement sans devoir splitter très finement comment le calcul est effectué. Voilà, on fait vraiment, on pense au niveau du calcul matriciel
pour pouvoir être efficace et décrire le calcul de manière simple aussi. Le deuxième point, c'est que pour éviter encore une fois ces transferts mémoire, on a une programmabilité de notre cœur de calcul sous forme de pipeline où on peut enchaîner plusieurs calculs au sein même du cluster en pipeliné sans avoir à faire des allers-retours avec la HBM. Donc, ça va nous permettre, typiquement, dans le cas typique d'un réseau de neurones, de faire une multiplication matricielle suivie d'une fonction d'activation, suivie éventuellement un facteur, un element-wise de scaling sur cette sortie. Tout ça en une seule passe dans le cœur de calcul, sans avoir à chaque fois à ressortir du cœur de calcul, à faire de nouveau des échanges mémoire. Donc tout ça, ça permet de limiter l'utilisation, de limiter les data movements et de gagner en efficacité en termes du cœur de calcul. Donc pour finaliser cette présentation, donc on parle un peu de notre agenda. Donc aujourd'hui, on travaille sur le développement des différents. En fait, finalement, on travaille sur le retour du Jotun 8. Donc là, l'idée, c'est que fin printemps, la puce revient dans nos labos où on va la tester, où on va faire des tests de déploiement de modèles IA. Et l'idée, c'est que Q4 de 2026, il y ait à disposition des racks serveurs où les gens puissent déjà commencer à s'interfacer avec les Jotun 8. En parallèle, on travaille également pour avoir en interne des labos sur lesquels on puisse travailler finalement dans des conditions très data center. En 2027, on prévoit également en fait de développer un packaging beaucoup plus pour la conduite autonome et également un peu sur du edge. Donc l'idée avec la famille TIR, c'est d'avoir non pas 8 chiplets, mais d'en avoir 2 ou 4, suivant bien sûr les besoins applicatifs des différents clients qui voudraient les utiliser. Et donc voilà. Donc on est très excité très heureux que ça arrive dans nos mains après après des années en fait de développement. C'est quelque chose qui fait travailler d'arrache-pied l'ensemble de l'équipe de Vezora et c'est très très stimulant au quotidien. Voilà. Donc, merci à tous. Voilà. Je repasse peut-être la main à Christian. Oui. Écoutez, merci en tout cas pour cette présentation. Là, on comprend mieux un peu les problématiques technologiques. C'était assez accessible pour un novice comme moi. Et surtout l'approche en fait que vous avez eue et que vous avez démontré pour résoudre ce type de problématiques. Et alors là, franchement, je comprends tout à fait votre excitation parce que là, vous arrivez dans le moment où tout va vraiment se déployer et ça va être fascinant. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que le titre de champion est là aussi pour conclure cette phase d'étude, de réflexion, de démonstration et pour partir sur de la vraie réalisation. Là, donc ça va être fascinant. Alors, on a une série de questions que je vais vous poser et puis vous me dites, vous pouvez répondre directement. Alors, la première question, comment Vezora peut-il répondre aux enjeux de dépendance des acteurs, aux acteurs fournisseurs de capacités d'entraînement des modèles d'IA? Nous, aujourd'hui, le Jotun 8, c'est une puce qui est focalisée sur faire des applications d'inférence. Aujourd'hui, notre priorité, c'est un marché uniquement d'inférence, où après, justement, avoir entraîné des modèles
sur des puces, on ne va pas se cacher, NVIDIA ou à l'occurrence AMD. C'est justement, des gens vont venir avec ces modèles entraînés et vont essayer de le faire tourner sur nos puces. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu ça notre marché. Évidemment, en fait, on est focalisé à couvrir tous les besoins, mais il faut être honnête, c'est notre première puce. S'engager sur un marché d'entraînement, donc c'est tout de suite rivaliser avec NVIDIA, c'était très Un peu audacieux. prématuré. Exactement, prématuré, et c'est pas notre cœur, mais en fait, pour les prochaines puces, justement des points qu'on essaierait d'aborder pour réduire notre dépendance. En fait, si je peux donner quelques insights, être dépendant d'acteurs qui entraînent des modèles, c'est justement de devoir adapter certains aspects, aussi bien software que hardware, sur des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, notre architecture, elle est entièrement novatrice comparée à des GPU. Et justement, en fait, on doit quand même être soumis à des problématiques qui étaient liées au modèle d'entraînement, sur lesquels, enfin, plutôt, qui étaient liées sur les puces sur lesquelles les modèles ont été entraînés. Voilà. Non, merci pour cette réponse. Alors, je passe à la question suivante. Comment est-ce que vous déployez des modèles sur votre matériel? Alors, pour l'aspect déploiement, aujourd'hui, on cherche à s'interfacer avec tout l'environnement open source qui existe pour l'inférence des modèles, comme par exemple LLM pour l'inférence de modèles de langage, mais aussi PyTorch qui va servir de base de fondation pour l'apprentissage et l'inférence. Et tous les acteurs, tous les autres qui produisent des modèles comme Mistral, Mistral AI, DeepSeek, Qwen, enfin Alibaba, enfin tous les différents acteurs. Et ouais, de profiter justement de cet environnement open source pour démontrer les capacités de notre puce. Et concrètement, en termes de chaîne, on développe une chaîne en interne qui permet de s'interfacer avec l'environnement open source et aller jusqu'au déploiement de ces modèles-là sur notre chip. Belle approche. Alors, une question suivante. Le graphène est considéré comme un matériau de dimension 2, je pense. Cette propriété est-elle celle qui permet d'outperformer le silicone? Pour être honnête, on n'a pas approfondi plus le sujet sur cet aspect-là, donc on ne pourra pas répondre de façon pertinente. Bon, peut-être que notre auditeur, vous aurez l'occasion d'échanger là pour récupérer les présentations. Ce sera l'occasion de trouver une réponse dans les équipes et peut-être d'échanger avec l'auditeur. Alors, une question suivante. Quelle stratégie d'alliance à l'Europe et au national sur les enjeux de souveraineté? Justement, c'est important d'aborder cette question-là parce que justement, en fait, c'est quelque chose en Europe qui est très peu abordé, en fait, finalement. Et même d'un point de vue national. En fait, quand on discute avec différents acteurs, ça peut arriver qu'en fait, des problématiques liées au hardware ou aux semi-conducteurs soient beaucoup moins abordées en fait dans les grandes instances européennes. Donc c'est pour ça qu'on a des gens dans notre startup, dont notre CEO Khaled Malej, qui intervient de façon régulière à la Commission européenne et aussi dans des instituts plus français à un point de vue national pour que justement en fait nos messages soient portés et qu'on puisse donner des solutions à ces problématiques de semi-conducteurs qui sont primordiales, comme on le disait,
d'un point de vue géopolitique, où des gros pôles comme les États-Unis ou la Chine investissent beaucoup plus qu'en Europe sur développer des technologies de plus en plus petites ou aborder des problématiques qui pourraient rendre leur technologie beaucoup plus supérieure aux autres. Ouais. Et sur toute cette approche justement sur l'Europe, eh bien pour le coup, vous pourrez vous appuyer sur Michael et toute l'équipe de P&O Innovation qui, eux, sont au cœur de ces dispositifs. Alors, question suivante. Envisagez-vous d'autres accélérateurs type crypto, comme notamment dans le post-quantique? Alors aujourd'hui, l'accélération qu'on a, elle est principalement focalisée sur l'accélération de la multiplication matricielle et des algorithmes IA. Demain, chaque version, chaque génération de chip reprendra vraiment le design de base basé sur le même principe d'accélération. Maintenant, selon les besoins industriels, on peut être amené à incorporer de nouveaux éléments au sein de notre conception chiplet qui serait intéressant pour intégrer un nouveau champ d'algorithmes ou qui ferait sens par rapport aux besoins du marché. Après, changer complètement de design, ou proposer une autre solution complètement, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est sur la table. Une question un peu tactique. Comment votre, comment votre, entre guillemets, petite équipe peut-elle rivaliser avec les géants mondiaux du semi-conducteur? Le village gaulois est là. Justement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment ça se fait que 40 personnes peuvent rivaliser avec des milliers de personnes de l'autre côté? Ça va peut-être un peu flatteur, mais moi, je ne me cache pas de dire qu'il y a des gens très, très talentueux chez Vesora. Parmi ces gens talentueux, en fait, on a un cœur, un cœur, comme tu disais, Christian, qui a une longue expérience. Oui. Nos fondateurs, ce n'est pas leur première puce. Alors, de cette importance et de cette finesse, c'est une première, mais c'est pas leur première fois qu'ils font un chip. C'est pas la première fois qu'ils créent tout un écosystème pour faire fonctionner leur chip. Parmi nos fondateurs, on trouve des gens qui étaient issus de Deepcom, qui était une boîte de télécom qui a designé des chips pour de la télécommunication. Et ensuite, ils ont une expérience qui permet aujourd'hui, en tout cas nous qui sommes plutôt côté logiciel IA, de pouvoir être confiants de nous dire, OK, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont de la bouteille et qui ne foncent pas vers un mur sans conscience. Oui, et puis il y a aussi des partenaires avec qui on a pu travailler, par exemple Cadence, qui nous ont fourni un certain nombre d'outils et d'IP qui ont aidé à la conception du produit et les choix qui ont été faits tout au long de la vie de Vesora sur au départ plutôt un vendeur d'IP et puis qui a pivoté ensuite sur un modèle fabless où cette fois on produit le chip, mais on n'est pas propriétaire de la fab. Et tous ces choix-là, bien réfléchis et calculés, je pense, ont permis aujourd'hui d'arriver là où on en est. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, ça, c'est ce qu'avait bien noté le jury. Ça s'appuie sur une vraie expertise et une vraie pratique déjà de tous ces métiers. Et ce qui a fait aussi que tout ce que vous expliquiez sur le design et la manière dont vous avez apporté une innovation, eh bien, elle est pensée, elle est aussi faite à partir de cette challenge de petite équipe versus des grands modèles, quoi.
Exactement, le chip, il n'est pas sorti en un an. En fait, c'est quelque chose qui a mûri avec le temps. Vesora a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et Oui. voilà, c'est aujourd'hui notre IP est mature sur ces aspects-là. Alors, question suivante. À quels acteurs s'adressent les technologies de Vesora et comment intégrez-vous les différents marchés? Aujourd'hui, la puce qu'on développe, le Jotun 8, s'adresse beaucoup plus à un marché data center. Donc aujourd'hui, on est ouvert justement à des gens qui voudraient faire tourner des applications dans le cloud de LLM, type ChatGPT. On n'est pas également fermé à d'autres acteurs qui voudraient aussi avoir leur propre rack serveur chez eux. On est axé dans le déploiement massif en data center pour l'aspect l'inférence d'IA. Et on a aussi la TIR, la famille TIR qui vise un marché plutôt autour de la voiture autonome. Et du Edge de manière générale. Du Edge aussi de manière générale. Bien. Et il y a plein de sujets qui sont aussi très importants et très bien abordés par différentes solutions technologiques du pôle, qui sont dans le pôle, et aussi comme champion, je pense à Multiverse Computing qui travaille sur ces sujets-là aussi. Alors, question suivante. Le marché. Hop là, alors ça a bougé. Alors, attendez, juste un instant que je récupère la bonne question. Voilà, le marché de l'inférence est estimé à 255 milliards de dollars en 2030. Quelle part de marché visez-vous dans un horizon de 5 et 10 ans? Le plus possible. Ouais. Ça me brûlait la langue de le dire. Ce serait l'idéal. Après, faut être honnête, comme on le disait, il y a des acteurs beaucoup plus importants qui dominent le marché aujourd'hui. Donc, se frayer une place à leur niveau, ça va être très, très compliqué. On l'ambitionne, mais ça va être très compliqué. Mais voilà, c'est déjà avoir une part de marché qui nous permettent d'avoir des revenus qui nous permettent justement de pouvoir continuer à designer les prochaines générations. C'est sur ces aspects-là qui vont beaucoup plus nous intéresser. Je vous souhaite en tout cas d'avoir pris des stock options avec votre package. Alors, question suivante. Vesora se positionne comme une des rares alternatives européennes aux concepteurs de puces non européens. En quoi cela représente-t-il un avantage compétitif concret? Concret, moi je dirais, c'est au niveau des messages qu'on porte. Ça, justement, après, il y a d'autres, il y a d'autres alternatives. Effectivement, c'est rare, mais il y a d'autres alternatives. L'idée, c'est que les messages qu'on porte soient entendus, et en fait, comme on est très peu d'acteurs sur le marché, mais sur des enjeux ultra stratégiques pour l'Europe, que ça soit compris au sein de l'Europe et qu'il y ait de l'argent qui soit mis à disposition justement pour continuer à développer ce marché-là. En fait, je me répète, mais encore une fois, comparé aux Américains ou aux Chinois, il y a très peu d'argent qui est mis sur la table. Donc, l'idée, c'est que c'est que être parmi les seuls, mais d'avoir un message qui est entendu, voilà, c'est ça un avantage compétitif concret pour nous. Merci. Alors, question suivante. Comment vous positionnez-vous versus Grok?
Ça doit vous parler, mais Alors, Grok, pour les gens qui sont pas dans le domaine, c'est une entreprise américaine donc, qui a développé leur propre puce pour justement en fait, s'adresser à un marché d'IA, donc d'inférence. D'ailleurs, qui a été entre guillemets racheté pour 20 milliards par Nvidia fin décembre. Donc, comment on se positionne par rapport à eux, c'est également des gens qui vendent des puces pour data center. Donc, ça, on peut le voir comme un concurrent et qu'on va essayer de concurrencer quand on aura notre puce et quand on aura nos premiers benchmarks. Oui, des premiers retours, c'est que ils ont une ambition d'attaquer la latence au niveau de l'inférence. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaie de challenger de notre côté. Maintenant, le déploiement de modèles importants, c'est-à-dire vraiment de très gros modèles, présente un challenge sur leur approche qui a besoin d'être qui est moins facilement intégrable dans leur approche et qui nécessite beaucoup plus de silicone en termes de puces matérielles. Voilà. Donc, à voir dans le futur réellement comment est-ce que ça se traduira en termes industriels et performance et sur le marché. C'est une solution concurrente. avec une approche, vous avez peut-être un peu plus agile, d'après ce que j'ai cru comprendre, quoi. C'est ça. En fait, d'un point de vue macroscopique, on s'adresse au même marché, mais quand on regarde les architectures, c'est complètement différent. C'est vraiment des thématiques qui ont été abordées de façon différente. Et on espère en fait tirer notre épingle du jeu par ce choix innovateur qu'on a fait. Et sur une session à 20 milliards, je ne vous parle même pas des stock options. Vous allez pouvoir pouvoir passer une belle vie. Alors, question suivante. Donc, transfer learning en partant d'un existant ou en… Ah, ça a bougé pas. Attendez, je reviens à ma question qui a sauté. Donc, transfer learning en partant d'un existant ou en comparatif NVIDIA. C'est ça la question que se pose l'auditeur. Donc, pour inférer un modèle sur une puce Jotun 8, effectivement, on prend un modèle qui a été pré-entraîné, fine-tuné sur un hardware concurrent, soit AMD ou NVIDIA. Et de par cette représentation-là, on fait notre propre jeu d'optimisation, nos propres passes d'optimisation de graphes et de compression du réseau pour ensuite le déployer sur notre chip. Donc la question suivante, vous y aviez un peu répondu, mais juste pour préciser pour l'auditeur, donc vous concevez l'architecture des puces. Exactement. Et c'est un acteur externe qui les fabrique, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc, pour donner des points de détail, on est passé par une entreprise qui s'appelle GUC, qui est aussi une entreprise taïwanaise qui travaille en étroite collaboration avec TSMC pour justement fondre notre design. Alors, une question suivante. Orienté data center et marché spécialisé, l'IA embarqué, drone défense et historique. La question, c'est est-ce que ça vient aussi de l'historique de Deepcom et de Parrot? C'est plus des opportunités. Donc, effectivement, on l'a mentionné, donc nos fondateurs et une partie aussi de l'équipe est issue de Deepcom. Donc, comme je le disais, boîte de télécom qui s'est fait racheter au début des années 2010 par Parrot, qui est une boîte de drone. Donc en 2015, nos fondateurs ont décidé de quitter Parrot pour fonder leur propre boîte d'IP. Donc au début, l'IP qui était développé était beaucoup plus destiné à de la 5G. Et puis
à l'essor de l'IA génératif. Après des discussions, on leur a dit, mais en fait, votre truc, c'est vachement intéressant. Donc, au début, c'était pour aborder plus des problématiques de voitures autonomes. Et puis après, on leur a dit, non, mais en fait, votre puce, il y a moyen de faire quelque chose de grand avec l'IA générative, donc plus sur des applications de data center. Et c'est pour répondre justement à ces problématiques-là qu'on a designé le Joutu 8 pour répondre justement en voyant ce marché, en fait, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire, on avait des opportunités à prendre et on espère bien les. C'est ça aussi le talent du dirigeant, de pouvoir s'adapter aux opportunités et de ne pas rester figé sur une approche ou sur une dimension. Eh bien, messieurs, on arrive au terme des questions. Il me reste à vous remercier, à vous féliciter du titre de champion et plein de sujets qui concernent justement la dynamique européenne. Donc, vous êtes entre de bonnes mains avec P&O sur ces sujets-là et on sait que votre dirigeant est très actif justement pour aller faire bouger les lignes. Hein. Donc, c'est tout à son honneur pour lui et pour la filière. Et voilà, donc eh bien, écoutez, merci à tous. Je vais juste rappeler. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Merci encore à Systématique pour l'invitation. C'est une grande fierté de vous avoir comme champion. Et puis, juste pour vous dire que si vous vous étiez inscrits toutes et que vous n'avez pas pu assister aux autres webinaires, vous pouvez d'ores et déjà avoir le replay. Sinon, les replays en général seront disponibles sur notre site d'ici une quinzaine de jours et vous pourrez les voir et revoir autant que vous le souhaiterez. Merci encore. N'hésitez pas à consulter les nouvelles de notre site et tous les événements que nous organisons. Il y a beaucoup de richesses technologiques à découvrir sur les publications et sur les événements systématiques. Excellente journée à vous. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles aventures de champions. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.